bienvenue à cet atelier découverte, la cartographie au service des acteurs terrains de la solidarité internationale, pratique et enjeux. Donc, tel est le titre de cet atelier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est de créer du lien entre les communautés de bénévoles et les acteurs de terrain, tout en contribuant concrètement au projet de solidarité internationale. Cet atelier vise à échanger sur le potentiel de l'utilisation de la cartographie participative dans les projets menés par les OSIM, l'association Carto ONG ici présente, avec Clémence Beugnot, donc, qui est la chargée de mission inclusion et numérique, et Léonie Miège, qui est la chargée des projets participatifs. Donc, l'association présentera la méthodologie du Mapathon. Voilà, donc vous nous expliquerez c'est quoi un Mapathon, un atelier de cartographie participative qui permet de mobiliser des communautés bénévoles, notamment migrantes, pour cartographier les zones les plus vulnérables de la planète afin d'optimiser la réponse des ONG sur le terrain en cas de crise. Comment se déroule un Mapathon? Donc, vous nous direz c'est quoi un Mapathon, à quoi servent les cartes ainsi réalisées. Nous aborderons donc toutes ces questions à travers la présentation de 2 études de cas, la cartographie d'un quartier d'habitat informel en Guyane et l'organisation de Mapathon dans un projet de coopération décentralisée. Enfin, nous vous inviterons à participer à un exercice d'intelligence collective pour imaginer ensemble comment les organisations de la diaspora peuvent s'approprier ces outils. N'hésitez pas, surtout vous les participants, à intervenir sur la plateforme discussion. Toutes les questions sont les bienvenues. Donc, pour essayer d'échanger pendant 1h30 donc, sur cet atelier. Clémence Beugnot, Léonie Miège, bonjour. Donc, bonjour. Vous êtes des responsables au sein de l'association Carto ONG. Voilà, donc toutes ces questions qu'on se pose, comment se déroule un Mapathon, à quoi servent les cartes ainsi réalisées. Donc, vous allez nous expliquer tout cela avec les mots que vous avez, des mots simples, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Et donc, nous ferons... donc, on présentera des études de cas donc, sur un quartier d'habitat informel en Guyane et l'organisation de Mapathon dans un projet de coopération décentralisée. Donc, voilà un peu toutes ces questions et puis voilà l'armature de ce dont on va parler pendant 1h30. Donc, je vous laisse la parole. Clémence, d'abord peut-être pour commencer. Super, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais vous partager mon écran. Peut-être juste une petite précision, comme Aboubacar l'a dit. Pour nous, c'est important que cet atelier soit accessible à toutes et tous. Donc, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas en cours de présentation, n'hésitez pas à poser la question que vous avez dans l'outil de chat ou question-réponse, comme vous préférez. Et puis, on aura un temps d'échange à la fin. Alors, on va pas pouvoir partir sur vraiment le temps prévu parce que vous étiez très nombreux à avoir envie de vous inscrire à cet atelier. Donc, finalement, notre atelier intelligence collective, ça va plutôt être une session de questions-réponses. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez aussi nous donner vos idées, votre vision de ces projets, de ce qu'ils peuvent apporter à des organisations comme celles qui sont membres du réseau Forum. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, super. Donc, comme l'a dit un peu Aboubacar, on a 1h30 ensemble. On va commencer par vous présenter un petit peu Carto ONG et l'activité de l'association. Ensuite, Léonie va vous présenter le projet Missing Maps et vous montrer un peu comment ça fonctionne un Mapathon. Ensuite, on va faire un petit détour par des études de cas. Donc, 2 exemples pour comprendre quelle utilisation peut être faite de ces cartes et quelle est l'utilité de ces activités de cartographie participative. Et enfin, on finira par un temps de questions-réponses. Voilà. Donc, moi, je fais partie de l'association Carto ONG, Léonie aussi. Carto ONG, c'est une ONG française qui a été créée en 2006 et qui est spécialisée en gestion de l'information, c'est-à-dire réalisation de cartes, collecte de données, traitement de données, et qui a vocation à mettre la donnée au service des projets humanitaires, de développement et d'action sociale, parce qu'on pense que la donnée peut nous permettre de prendre des meilleures décisions. Donc, on cherche à améliorer la qualité et la redevabilité des actions sur le terrain, à intégrer aussi de meilleures évaluations des besoins, un meilleur suivi et évaluation. Et on a aussi un rôle de centre de ressources
puisqu'on accompagne les stratégies et les opérations de nos partenaires et qu'on publie aussi pas mal de documentation sur des sujets assez variés. Et donc, voilà. On a aussi envie de partager cette expertise à l'ensemble du secteur humanitaire, développement et action sociale. Voilà, on est une ONG support, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'action directe sur le terrain. On est une ONG qui vient en soutien à d'autres ONG. Donc, on est membre du réseau H2H, c'est Humanitarians to Humanitarian. Voilà, aussi du réseau Coordination Sud et Principles for Digital Development. Voilà, nos compétences sont les suivantes. Donc, d'une part, les questions qui sont liées au système d'information géographique, SIG, donc réalisation de cartes en ligne, etc. La collecte de données, donc comment améliorer la collecte de données sur le terrain, notamment humanitaire, notamment par des outils mobiles ou tablettes. La question du traitement des données dans son ensemble, donc gestion de bases de données, amélioration des outils d'analyse et approche transversale de l'information management. Voilà. Et donc, dans tout ça, il y a aussi la cartographie participative, évidemment. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, les actions qu'on fait concrètement, c'est du soutien aux opérations de terrain, donc par la configuration d'outils. Ça peut être aussi du soutien aux stratégies organisationnelles, donc par des analyses de besoins, du soutien stratégique. La montée en compétences, notamment par pas mal de formations ou sessions de sensibilisation. Et enfin, le développement de connaissances et ressources par la publication de tutoriels, d'études de cas, de benchmarking. On fait pas mal de documentation. Voilà. Peut-être pour vous dire un petit peu ce qui nous a amené à être là aujourd'hui, c'est qu'on a fait un projet avec le Forum ces derniers mois. Un projet qui s'appelle Diaspora Against Covid. Donc ce projet, c'est celui d'une carte en ligne qui permet d'identifier et de valoriser les actions des OCIM en France et à l'international et de favoriser les échanges de pratiques et les relations partenariales. Donc l'idée au départ est venue du Forum qui nous a contactés avec ce besoin, cette envie de valoriser l'action de ces organisations, notamment dans un contexte de crise sanitaire. Et donc, on a travaillé ensemble déjà au choix de l'outil. On a fait un petit benchmarking pour évaluer quel est l'outil de web mapping le plus adapté à notre besoin. Donc, web mapping, c'est la réalisation de cartes en ligne, donc cartes interactives. Et on a choisi un outil qui s'appelle GoGoCarto, donc, qui est un outil assez pratique avec pas mal de fonctionnalités qu'on peut customiser. C'est une carte qui a été conçue par l'équipe bénévole de Carte ONG, puisqu'on a aussi des bénévoles qui sont motivés pour contribuer sur nos projets. Donc il y a plusieurs bénévoles qui ont conçu cette carte. Voilà, j'ai mis l'adresse, n'hésitez pas à la consulter en ligne. Et si vous êtes une organisation membre du Forum, ajoutez peut-être votre action, puisque ce qui est un atout dans cette carte, c'est qu'on a créé un formulaire qui vous permet d'ajouter directement un point sur la carte. Ensuite, ce point sera vérifié par les équipes du Forum qui vont le valider et il apparaîtrait sur la carte assez vite. Voilà, je ne sais pas si Pierre-Angela, tu veux ajouter quelque chose à propos de cette carte ou si c'est assez complet ce que j'ai dit. Ah, je ne sais pas si on t'entend. Elle a le micro fermé. D'accord, bon, c'est pas grave. Okay. Ouais, on continue. Pas de souci. Si vous avez des questions sur cette carte aussi, n'hésitez pas, je pourrais peut-être y répondre. Voilà. Donc c'était un premier projet avec le Forum, mais ça nous a donné envie d'aller plus loin et de vous présenter un petit peu les projets de cartographie participative menés par Carte ONG et peut-être de vous donner des idées pour mener des projets ensemble. Voilà, on va en discuter. Donc je vais faire un petit point sur la cartographie participative à Carte ONG, puisqu'on ça représente une partie des activités de l'organisation. Donc on a un pôle cartographie participative. Carte ONG est organisée en différents pôles qui gèrent différents projets et compétences. Donc on a notamment un pôle cartographie et SIG qui gère plutôt la réalisation de cartes directement, un pôle administration et communication, un pôle développement web qui fait aussi des cartes web en ligne ou des dashboards en ligne. Et enfin, un pôle qui travaille plutôt sur la question de collecte de données mobiles et plus généralement de gestion de l'information. Donc nous, dans le pôle cartographie participative, on est 4 salariés et on a aussi des volontaires en service civique qui sont là. Donc au total, on est 6.
on travaille beaucoup avec les équipes bénévoles de l'association, puisque Carto-NG, on a un réseau de bénévoles francophones assez actifs et souvent avec des compétences carto assez développées. Donc, ça peut être des gens qui ont une formation de cartographe et qui ont envie de mettre ces compétences à profit d'organisations du domaine de la solidarité en France ou à l'international. Quand est-ce qu'on a commencé à faire de la cartographie participative? Donc, pour vous faire un petit récap, en 2010, il y a eu les premières utilisations massives d'une base de données géographiques en ligne qui s'appelle OpenStreetMap, OSM. Léonie, je pense que tu reviendras dessus plus tard, mais pour vous donner une idée, c'est un peu comme... ça ressemble à Google Maps, mais en mieux. Et voilà. Et donc, il y a eu les premières utilisations de cet outil par le secteur humanitaire à Haïti. En 2014, on a mené les premiers projets sur OpenStreetMap à Carto-NG. En 2015, on est devenu membre du projet Missing Maps, qui avait été créé une année auparavant. Et donc, Léonie, on vous expliquera un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que ce projet. Voilà. Ensuite, on a fait un projet de collecte de données collaborative en RDC. En 2018, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle Carte d'ici et d'ailleurs, qui est un projet autour de la cartographie avec l'objectif de favoriser l'inclusion sociale des personnes migrantes en France. Voilà. Et en 2019, on a fait encore 3 nouveaux projets de cartographie participative avec des missions sur le terrain. L'un à Haïti, le deuxième en Guyane française et le troisième au Burkina Faso. Voilà, on vous parlera un petit peu plus en détail aussi du projet en Guyane. Alors, quels sont les types de données qu'on peut collecter dans le cadre d'un projet de cartographie participative? En fait, il y a plusieurs couches de données qu'on peut ajouter. La première, c'est le fond de carte. Donc, quand on parle de fond de carte, ça veut dire des informations de base qui sont les routes, les bâtiments, éventuellement aussi, ça peut être les rivières, par exemple. Mais c'est vraiment de la cartographie assez basique. En fait, c'est toutes les informations qu'on peut collecter à distance en utilisant une imagerie satellite. Donc, ouais, on va revenir dessus après, mais voilà, c'est la première étape de données. Si on n'a pas ce fond de carte, on ne peut pas rajouter d'autres informations. Donc, on collecte ces données dans le cadre d'ateliers de cartographie collaborative, qui sont donc des mapatons. Ensuite, on peut éventuellement rajouter encore des informations pour constituer une carte thématique. Donc, ça peut être d'aller chercher des données sur le terrain, notamment on peut faire ça via une enquête terrain, une collecte de données participatives sur le terrain. Donc, ça peut être des données, par exemple, relatives aux points d'eau, aux écoles, à la localisation des centres de santé, par exemple, et encore bien d'autres choses. Donc ça, c'est les données un peu plus classiques. Et ensuite, ce qu'on peut aussi faire, c'est travailler sur des méthodologies de cartes sensibles. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire des ateliers pour mieux comprendre les pratiques socio-spatiales sur un territoire donné. Donc quand je dis carte sensible, ça implique de travailler à la manière dont les personnes se représentent un espace et éventuellement à leur lien affectif à cet espace. Donc c'est quelque chose qui est un peu différent comme approche. Voilà. Donc, ces 3 éléments-là, ça peut être des données qui peuvent être superposées, on va dire, sur une carte, mais ça peut aussi se faire de manière autonome. Parfois, ça peut avoir un intérêt d'avoir juste un fond de carte et une carte thématique, ou alors juste un fond de carte quand ça n'existe pas pour une zone, c'est déjà intéressant. Voilà. Et puis, peut-être qu'un point que je peux dire aussi, c'est que nous, dans notre approche de la cartographie participative, le processus nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire que le processus de création de cartes collaboratives est au moins aussi important que le résultat obtenu, c'est-à-dire la carte finalisée, puisque c'est aussi une manière de sensibiliser les personnes au projet de cartographie humanitaire, à l'impact de la cartographie humanitaire et plus généralement au projet de solidarité et de développement. Voilà. Je vais vous présenter rapidement les outils qu'on utilise en cartographie participative. On a plusieurs familles d'outils utilisés. Je précise qu'aujourd'hui, on va surtout se focaliser sur les outils de collecte de données sur OpenStreetMap, notamment via les mapatons. Mais on a d'autres outils, je vais vous les présenter dans les grandes lignes. Voilà. Donc, les premiers outils qu'on utilise nous permettent de réaliser des fonds de cartes de manière collaborative. Donc, on a plusieurs manières de le faire. Le format qu'on utilise le plus souvent, c'est de faire des ateliers de cartographie collaborative, donc des mapatons
à distance, c'est-à-dire avec des bénévoles qui sont basés en France. Nous, on organise nos mapatons surtout en France, en fait, avec des bénévoles qui sont intéressés. Et on cartographie, donc à distance, une zone qui peut être le Myanmar, un camp de réfugiés au Soudan. Voilà, ça peut être des choses assez variées. Et donc là, c'est des bénévoles qui sont en France qui le font, grâce à une imagerie satellite. Ça peut être aussi de réaliser des ateliers de cartographie collaborative, donc type Mapathon, avec les habitants du territoire cartographié. C'est pas quelque chose qu'on fait très fréquemment, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus de logistique, ça implique de se déplacer ou d'être en mission sur le terrain, mais c'est aussi une possibilité. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est des personnes qui connaissent bien ce territoire et qui vont avoir des informations supplémentaires par rapport à l'imagerie satellite. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut exporter des données existantes vers OpenStreetMap et d'autres bases de données. Ça peut être un ajout aussi. Voilà. S'il y a des questions relatives à ce que j'explique, n'hésitez pas à me les diffuser. Je ne peux pas voir le chat en même temps que je présente, mais n'hésitez pas. La deuxième famille. De toute façon, pour les questions, de toute façon, on les posera. Donc, après, OK. Voilà, pas de problème. OK, ça marche. Mais s'il y a une incompréhension dans ce que je présente, n'hésitez pas à m'interrompre pour clarifier. On a aussi des outils qui nous permettent de collecter des données supplémentaires sur le terrain. Donc, ça peut se faire de la manière la plus classique. Ça peut être de la collecte de données sur le terrain en utilisant un formulaire papier. Ça peut être de la collecte de données sur le terrain grâce à un smartphone ou une tablette qui peut être dotée d'une application de collecte de données OpenStreetMap. Donc, il y a plusieurs applis qui existent. Et ça peut être aussi de la collecte de données sur le terrain en utilisant un smartphone ou une tablette dotée d'une application spécifiquement développée pour les contextes humanitaires et développement. Donc, il y a par exemple Kobo et ODK Collect, qui sont des applications un peu plus performantes ou un peu plus précises. Voilà. Enfin, notre dernière famille d'outils, bon, c'est un outil à part entière, donc c'est une famille avec un seul outil, c'est la méthodologie de la cartographie sensible qu'on utilise dans des ateliers. Donc, l'objectif de ces ateliers, c'est de donner aux personnes participantes l'occasion de s'exprimer sur leur rapport au territoire dans lequel ils ou elles vivent et de le représenter. Donc, c'est un atelier qui est beaucoup plus sur une méthodologie créative. On a élaboré une petite définition qui est donc la suivante. La cartographie sensible, pour nous, c'est une forme de cartographie participative qui consiste à traduire sur un support matériel. Donc, ça peut être un support matériel de type une feuille blanche, ça peut être un tissu, ça peut être aussi éventuellement un support en volume, ça pourrait être une maquette, par exemple, ou autre chose. L'idée, c'est de traduire sur ce support une représentation spatiale qui peut être individuelle ou collective, selon une lecture et une représentation subjective, affective, imaginaire et créative d'un espace. Donc, c'est une méthodologie qui est un peu différente des dernières que j'ai présentées, puisque là, on n'est pas sur quelque chose de numérique. Mais c'est un atelier qui a un intérêt énorme pour comprendre comment les personnes vivent le territoire sur lequel ils habitent et se le représentent. Donc, ça peut permettre d'exprimer des choses qui ne ressortent pas dans la réalisation d'une carte classique. Ça peut être, par exemple, les lieux qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans un espace, les souvenirs qui peuvent être attachés à un espace, voilà. Et du coup, c'est une cartographie qui n'obéit pas du tout aux mêmes règles que la cartographie classique. On n'est pas forcément obligé de représenter un espace à l'échelle. Voilà, on peut se détacher de pas mal de choses. Voilà. Et je vais laisser la parole à Léonie pour la présentation du projet Missing Maps. Si vous avez des questions sur les outils présentés, on peut aussi peut-être faire un point question maintenant. Je ne sais pas s'il y en avait. Oui, alors, moi je voulais juste savoir, est-ce qu'on a besoin d'être, je ne sais pas moi, assez calé, un géographe ou cartographe, justement pour faire, est-ce que tout le monde peut justement participer à ce programme-là, par exemple? Est-ce que moi je ne connais rien, je suis d'un autre domaine qui ne s'intéresse pas à la cartographie, est-ce que j'aurais des difficultés et comment m'y prendre? Alors, sur la partie cartographie collaborative en ligne, c'est quelque chose qui est assez accessible pour tous les niveaux.
Pour les autres outils présentés, ça dépend parce que par exemple la cartographie sensible, je pense que ça demande un peu de formation pour être capable de participer, en tout cas d'animer un atelier, d'y participer pas du tout. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Globalement, ce sont dans les projets qu'on mène, on travaille avec des personnes qui sont pas du tout des géographes, pas forcément des cartographes, peut-être même qui n'ont jamais vraiment utilisé de carte dans leur vie. Donc c'est plutôt accessible à tous. En tout cas, dans la participation, dans l'animation, c'est autre chose. D'accord. Bon, ben, merci Clémence, merci. Donc nous saluons tous ceux qui nous rejoignent de Tambacounda au Sénégal. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions surtout et à tous ceux qui sont là. Vous êtes assez nombreux, donc nous attendons vivement donc, vos questions et Clémence et Léonie prendront tout leur temps donc, pour vous répondre de manière exhaustive. Merci Clémence. Donc nous passons à Léonie, justement donc, qui va aller dans le même sens. Ouais, vous m'entendez? Allez-y. Ouais. Est-ce que vous voyez aussi également mon écran? Oui, c'est bon. Je vais essayer de mettre en plein écran la présentation. Je vois pas trop. Voilà. Oui, donc rapidement, je suis Léonie et je travaille aussi également comme Clémence à CartoNG. Donc je suis chargée de projet de cartographie participatif et je travaille principalement sur un projet qui s'appelle Missing Maps. Donc on va un peu reprendre des éléments que Clémence a commencé à présenter. Donc le projet Missing Maps, en fait, c'est un projet international de cartographie solidaire et collaborative qui a été fondé en 2014 par 4 grosses ONG, les Croix-Rouges américaines et britanniques, Médecins sans frontières, et puis une ONG spécialisée justement dans la cartographie humanitaire qui s'appelle HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team. Et en fait, le but de ce projet, c'était de cartographier toutes les régions du monde qui n'apparaissent pas encore malheureusement sur les cartes. Et c'est souvent là aussi malheureusement que vivent les communautés les plus vulnérables à tout ce qui est catastrophe naturelle, crise sanitaire, conflit et pauvreté. Donc en fait, l'objectif de ce projet de cartographie solidaire et collaborative, c'était de rendre visibles ces régions du monde sur les cartes. Donc ça a été créé effectivement en 2014 et CartoNG en fait s'est greffé à ce projet. Donc on a rejoint le projet avec un certain nombre d'autres organisations. Et Missing Maps en fait ça se découpe en 3 grandes étapes que Clémence a déjà un peu aussi abordé. C'est d'abord la cartographie à distance. Deuxièmement, la collecte de données sur le terrain. Et la 3e étape, du coup, l'utilisation de ces données, à la fois les données de base qui ont été cartographiées à distance à partir d'imagerie satellite, et puis les données plus précises collectées sur le terrain, comme par exemple les centres de santé, les points d'eau, le nom des rues, etc. Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail sur les 3 étapes. Donc, la première étape de cartographie à distance, en fait, on travaille sur une plateforme qui s'appelle OpenStreetMap. Donc, OpenStreetMap, on a coutume de dire que c'est le Wikipédia des cartes, au sens où il s'agit d'une base de données cartographique mondiale qui est complètement libre et collaborative. Donc, en fait, la donnée est gratuite et tout le monde peut obtenir cette donnée géographique et puis tout le monde peut aussi y participer en complétant cette carte mondiale. Donc voilà, c'est rapidement, OpenStreetMap, c'est un projet qui a été démarré en 2004. En 2019, il y avait 6 millions d'utilisateurs. Donc voilà. Et on dit qu'effectivement, OSM, OpenStreetMap, c'est de l'open data, donc de la donnée complètement libre qui est sous licence libre. Donc voilà, utilisation par et pour tout le monde. Donc nous, pour faire cette étape de cartographie à distance, on travaille justement sur cette base de données afin que la donnée soit durable et réutilisable par toutes et tous. Et en fait,
quand est-ce qu'on fait cette cartographie à distance? Ça peut être lors d'événements qu'on appelle les mappathons. Donc les mappathons, c'est des moments en fait où des bénévoles, donc ça peut être en France, nous on travaille principalement en France quand on fait des mappathons, mais il y a plein d'autres orgas qui travaillent dans d'autres pays. Donc c'est un moment en fait de formation des bénévoles et de contribution des bénévoles sur OpenStreetMap pour compléter la carte du monde sur des projets spécifiques. Donc voilà. Et donc pour organiser ces mappathons et puis organiser surtout la contribution à cette carte du monde, on a besoin d'un outil que je vais vous présenter. Je vais changer mon partage d'écran et vous faire une petite démonstration de comment ça peut fonctionner. Ça s'appelle le Tasking Manager. Donc c'est un outil en ligne qui a été développé par HOT, justement une des ONG fondatrices du projet Missing Maps. Et donc c'est pareil, c'est un outil open source pour pouvoir contribuer sur des projets humanitaires dans OpenStreetMap. Et donc ce que fait le Tasking Manager, en fait, ça permet aux ONG et aux autres types d'organisations de publier des projets et qui organisent la contribution des bénévoles. Donc, le plus simple, c'est que je vous fasse un autre partage d'écran. Sur mon navigateur. Voilà. Vous me dites, vous voyez mon Google Chrome maintenant? C'est bon? Est-ce que je pourrais avoir une... Ouais, ok, ça marche. Ok, alors le Tasking Manager, ça fonctionne comme ça, hein. C'est un site web. Hein. Et en fait, pour contribuer sur un projet d'une organisation humanitaire, il suffit de cliquer sur là, explorer les projets. Et puis là, c'est ça, vous avez tout un répertoire de projets de cartographie collaboratifs qui sont publiés par les ONG et auxquels tout le monde peut participer. Donc vous pouvez, sur cette interface, hein, c'est assez simple d'utilisation, vous pouvez rechercher les projets selon plusieurs critères, donc le niveau de difficulté de cartographie, si c'est des projets plutôt urgents ou des projets un peu moins urgents, par ancienneté du projet. Et puis effectivement, ce qui est très intéressant aussi, c'est par type de cartographie. Donc si c'est de la cartographie de routes, bâtiments, cours d'eau, occupation de sol ou autre. Et puis aussi par organisation. Donc, vous voyez là, vous avez toutes les organisations qui publient des projets de cartographie auxquels on peut participer. Donc moi, je vais chercher CartoNG. Voilà. Donc là, voilà, vous avez tous les projets de cartographie que propose en ce moment notre organisation. Donc là, on cartographie beaucoup de camps de réfugiés, en fait, en ce moment. Et surtout, en lien avec la crise très récente du Tigré en Éthiopie. Donc par exemple, je vais venir en sélectionner un. Donc voilà, vous ouvrez ces projets et donc vous avez accès, en fait, à la carte qui est à compléter, donc ici. Et c'est ce que je disais, c'est que ça permet d'organiser la contribution entre bénévoles, dans le sens où tout le monde choisit un petit carré et travaille sur ce petit carré, et ça permet d'éviter de dupliquer la contribution dans la base de données, dans OSM. Donc là, vous avez effectivement un petit descriptif de pourquoi on cartographie, dans quel contexte on a besoin de données cartographiques. Et puis là, en cliquant sur contribuer, en fait, je vais venir sélectionner une tâche et puis venir cartographier. Donc je peux vous faire très rapidement une petite démonstration. Donc je vais venir sélectionner un carré au pif. Hop. Voilà, et ça va venir m'ouvrir une autre fenêtre. Vous voyez effectivement ce dont parlait Clémence. On va venir tracer, en fait, à partir d'une image satellite, ce qu'on voit à l'image. Donc là, dans ce projet, ce qui est demandé, ce sont uniquement les bâtiments. Donc je peux cartographier tous les bâtiments
et sauvegarder ce que je suis en train de faire et ça va synchroniser en fait avec la base de données OpenStreetMap. Donc après, la carte du monde sera mise à jour et il y aura mes bâtis que j'ai tracés qui seront ajoutés. Donc je peux vous en faire un si vous voulez. Là, je vois un bâtiment. Voilà, j'ai tracé un bâti et je vais venir sauvegarder. Donc voilà, c'est très simple en fait. C'est ça qui est pratique, c'est que on n'a pas besoin d'être un expert ou une experte géographe, cartographe pour pouvoir participer à ces projets. Donc voilà. Non. Donc là, c'est juste une option pour renseigner l'évolution de mon travail sur l'emprise, enfin sur la tâche. Et là, j'ai fait qu'un seul bâtiment, il en manque visiblement plein, donc je vais dire que non, c'est pas fini, mais une fois que j'ai fini, je peux soumettre oui. Alors, je vais revenir sur la présentation. Est-ce que vous revoyez de nouveau mon PowerPoint? Oui. Ok, parfait. Donc là, on passe à la deuxième étape de Missing Maps. Donc une fois que tous les bénévoles ont contribué sur le Tasking Manager à compléter la carte, donc tous les carrés sont complétés. Nous, on fait d'abord aussi une petite étape de contrôle de la qualité de la donnée, donc corriger les éventuelles erreurs qui sont commises parce qu'effectivement, on travaille beaucoup en Mappathon avec des bénévoles de tout niveau. Donc il y a un petit travail de revérification derrière qui est réalisé afin que les données soient propres en fait dans cette base de données partagée par toutes et tous. Et donc une fois qu'on a cette carte de base, la deuxième étape c'est d'aller sur le terrain et puis de collecter de la donnée supplémentaire qui n'est pas forcément visible sur les images satellites. Donc Clémence, on a déjà présenté, on travaille beaucoup avec des applications de collecte mobile, de données sur mobile, qui sont basées en fait avec ce fonds ESM. Donc c'était tout ça l'intérêt de travailler sur ESM auparavant. Et c'est très pratique aussi ces outils parce que surtout dans certains pays, en fait, il n'y a pas forcément une connexion, un réseau téléphonique internet très, très bon sur le terrain. Donc ce qui permet en fait en amont, quand vous êtes dans un lieu où vous avez une connexion internet, de télécharger le fond de carte et directement avec votre application mobile, aller sur le terrain et vous pouvez compléter la carte tout en étant hors ligne. Et donc ce qu'on aime faire aussi surtout, c'est d'impliquer les communautés locales et de faire ces collectes, d'organiser ces collectes de données avec les communautés locales. Et donc en fait, quand on fait ces collectes de données, ça permet à la fois de vérifier ce qui a été cartographié à distance, donc éventuellement s'il y a eu des évolutions ou des petites erreurs, de repasser encore une fois et d'avoir quelque chose de très propre, et puis de justement compléter la carte avec des informations qu'on ne voit pas à l'image satellite, donc par exemple les infrastructures d'eau, hygiène, assainissement, les centres scolaires, les écoles, les centres de santé, etc. Et enfin, la troisième étape de Missing Maps, c'est l'utilisation effectivement de ces données. Donc on combine à la fois les données de base, donc le fond de carte de base qui a été réalisé lors des Mappathons, et puis les données plus précises collectées sur le terrain. Et ça permet de faire beaucoup de choses en fait. Ça permet de faire à la fois des cartes statiques ou dynamiques, et puis des dashboards assez simples qui combinent ces données de base et ces données collectées sur le terrain. Donc là, vous avez deux exemples de cartes. Une qui a été réalisée sur le projet que Clémence va présenter plus tard à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane française. Donc c'était sur les risques sanitaires, donc où sont les décharges en plein air et leur niveau de rayonnement sur les quartiers informels. Donc, et à droite, c'est des cartes plutôt d'accessibilité à l'eau et d'implantation de construction par rapport aux voies. À Bouassa, c'est un quartier périphérique à Ouagadougou, au Burkina. Voilà. Donc en fait, ces données ce Missing Maps, c'est ces données qu'on récupère, collecte avec des bénévoles et les communautés locales. Pour le partenaire et pour les communautés locales, il y a plusieurs objectifs possibles en fait.
Donc ça peut être dans le diagnostic, le suivi, l'évaluation des projets et des programmes. Ça peut être aussi des outils de plaidoyer, de communication. Et puis, très important aussi, ça donne de la visibilité aux communautés locales et les problématiques qui les touchent. Voilà. Donc, je vais peut-être te relaisser la main, Clémence. On t'entend pas du tout. Pardon. Je vais juste revenir sur mon PowerPoint. Une petite seconde. Donc, en attendant, Clémence, on vous convie à poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, c'est très intéressant ce que Clémence et Léonie sont en train de présenter. Donc, j'ai vu qu'il y a au niveau des participants beaucoup qui ont eu justement donc à aller faire acte de candidature, j'allais dire à l'appel au projet du PRAOSIM, donc du Forum. Je pense que ça peut vous intéresser, justement donc la cartographie dans vos projets. Voilà, c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dans une carte et c'est le moment d'intégrer donc dans les appels à projets justement donc cette notion de cartographie, quoi, donc de carte dans vos projets. Voilà, ça peut être un plus, hein, peut-être dans le résultat final. Hein. Voilà, Clémence. Ok, je vous partage mon écran. Juste, il y avait une question qui était est-ce qu'on peut partager le PowerPoint dans les questions-réponses? Donc, Ibrahima, je peux vous l'envoyer cet après-midi si vous voulez. Après, on a aussi d'autres documentations éventuellement qui sont peut-être plus adaptées pour présenter le projet, mais on peut tout à fait vous partager le PowerPoint. Et puis, je vois qu'il y a une deuxième question qui est auriez-vous des outils à recommander afin de cartographier l'emplacement des OSIM, leur activité et leurs partenaires? Je possède les données nécessaires, mais peu de compétences en outils cartographiques. Peut-être que Léonie, tu voudrais répondre à cette question? Oui, bien sûr. Je pense peut-être les applis de web mapping. Mais... Ouais, pour ce type de représentations qui sont enfin, c'est un but de communication, j'imagine. C'est vrai que ce qui se fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle des cartes dynamiques. Enfin, ce que Clémence a appelé web mapping, en fait, ça permet d'avoir en fait un lien vers une carte qui est en ligne et c'est très interactif. Donc, par exemple, là, j'imaginerais une carte où vous avez en fait des points pour représenter l'emplacement des OSIM. Et puis sur ces points, en fait, sur la carte, vous pouvez cliquer, il y a une fenêtre, une pop-up, une infobulle en fait qui apparaît. Et puis vous pouvez renseigner un certain nombre d'informations, comme par exemple le nom de l'OSIM, ses activités, éventuellement un format vidéo ou un format photo. Donc pour la communication, c'est vrai que la recommandation, c'est souvent les outils de carte dynamique et de web mapping. Donc il y en a plusieurs parmi les plus simples. Je pense que le plus simple, c'est peut-être UMAP, par exemple. Mais après, ça demande quand même un peu de prise en main. C'est pas forcément si facile que ça à utiliser. Mais l'avantage, c'est que vous avez quand même pas mal de tutos sur Internet pour vous y retrouver. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. D'accord, juste une petite question, Clémence, en passant. Il y a Gwenaël Otendo donc, qui vous pose cette question-là. Et si nous avons besoin de votre expertise en tant qu'association, comment ça se passe si on veut faire appel à vous? Voilà. On va répondre dans la présentation. On va répondre. Vous pouvez faire appel à nous par mail pour nous proposer des projets. Ça peut être des projets de cartographie pendant des mappatons. Donc, si vous avez une zone à cartographier et que vous voulez la proposer à CartoNG, on peut en discuter. Si vous avez besoin de soutien sur d'autres projets, par exemple la réalisation de petites cartes, etc., on a aussi éventuellement des bénévoles qui peuvent donner un coup de main. C'est un peu au cas par cas, ça dépend un peu du projet proposé, de la disponibilité des bénévoles, des compétences que ça demande, du temps de réalisation, de la deadline que vous avez ou pas. Donc on a aussi éventuellement des équipes bénévoles qui peuvent donner un peu de soutien. Par exemple, pour la réalisation d'une petite carte en ligne, ça peut se faire. Je pensais à ça par rapport à la question
relatives à la cartographie de l'emplacement des dossiers. On peut en rediscuter. Et alors, je vois qu'il y a une troisième question qui est... c'est très intéressant cette cartographie citoyenne et alternative aux données officielles. Est-ce que les retrouver sur un espace commun est envisagé? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. J'ai l'impression qu'on parle de tout ce qui est cartographie du fond de carte, comme on le fait pendant les Mapatons. Si c'est le cas, en tout cas, les données sont reversées directement dans OpenStreetMap. Voilà. Donc, en fait, c'est automatiquement reversé dans un espace commun. Par exemple, si on fait la cartographie d'un camp de réfugiés au Soudan avec des bénévoles, automatiquement, ces données-là sont ajoutées à la base de données cartographiques OpenStreetMap. Et donc, elles vont apparaître quand on va aller consulter cette carte-là. Et si besoin, il y a aussi des possibilités d'exporter des données depuis OpenStreetMap si c'est un besoin qui se présente. Donc, il y a, contrairement à des plateformes comme Google où les données ne sont pas libres d'accès, on peut télécharger, alors ce n'est pas forcément très simple, mais c'est possible de télécharger des données depuis OpenStreetMap pour réaliser vos propres cartes par la suite sur un autre logiciel, par exemple. OK. Peut-être que je passe, si vous souhaitez, à la présentation de 2 petites études de cas qui vont vous permettre de mieux comprendre à quoi ça sert de faire des Mapatons et quelle est l'utilité pour les organisations. Donc, je vais juste vous mettre ça en grand écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Donc, la première étude de cas dont on va vous parler, c'est un projet qu'on a mené en Guyane française, à Saint-Laurent-du-Maroni, avec un acteur qui s'appelle le Maroni Lab, donc un acteur local. Voilà un petit peu des éléments de contexte. Donc, on a commencé ce projet en 2019. C'est un projet qui nous a permis de faire une mission sur place. Donc, il y a une collègue salariée de Carto-ONG qui s'est rendue sur place. Et c'est un projet qu'on a fait avec le Maroni Lab, qui est donc un laboratoire d'expérimentation urbaine basé à Saint-Laurent-du-Maroni et qui a pour projet de favoriser des débats, des discussions sur le développement urbain, sur les politiques de la ville et de mener des actions inclusives donc dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous, on a travaillé sur 2 quartiers spontanés, c'est-à-dire des quartiers qui ont été construits sans autorisation légale. Les 2 quartiers s'appelaient Chekepati et Colombie et qui sont 2 quartiers de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, pour vous donner un peu les objectifs du projet, la spécificité de ce projet-là, c'est qu'on travaillait sur des quartiers qui n'apparaissaient sur aucune carte, qui n'apparaissaient pas sur la carte de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, ni sur Google Maps, ni sur OpenStreetMap, ni nulle part ailleurs. Et donc, l'objectif du projet, c'était donc d'une part de faire cette cartographie afin de prendre en compte les besoins des habitants dans les plans d'aménagement urbain de Saint-Laurent-du-Maroni et ainsi d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. Et le deuxième objectif, c'était aussi de favoriser, créer, c'est peut-être un grand mot, mais de favoriser le développement d'un sentiment de citoyenneté urbaine chez des habitants de ces quartiers qui sont souvent exclus des dispositifs de la démocratie, et en particulier de la démocratie locale. Donc pour ce projet, on a procédé de la manière suivante. On a fait d'abord une cartographie de base, donc des fonds de carte, sur OpenStreetMap. Donc cette cartographie, elle a été réalisée par les bénévoles de l'association Carto-ONG à distance. Voilà, donc on a tracé les bâtis comme Léonie vous l'a montré tout à l'heure, ce qui a permis de faire exister ces quartiers sur la carte de Saint-Laurent-du-Maroni. On a aussi accompagné le partenaire, donc le Maroni Lab, dans l'animation d'ateliers de cartographie participative. Donc nous, on a fait une mission sur place donc, qui a permis de les former et d'animer des ateliers. Donc on a fait plusieurs ateliers avec des habitants de ces quartiers. Donc il y a aussi évidemment un gros travail de mobilisation des personnes qui a été mené par le partenaire en amont.
Nous, une fois sur place, on a fait des petits ateliers pour découvrir un petit peu la cartographie participative, pour comprendre quel est l'intérêt, comment ça fonctionne. Et on a fait ensuite un travail de collecte de données sur le terrain. Donc, on a aussi travaillé avec les habitants pour décider ensemble quels sont les types de données qu'on veut collecter, quelles sont les données qui sont importantes à récolter. Donc, il y avait des données assez variées. Ça pouvait aller des espaces de sociabilité à valoriser dans ce quartier-là, parce que le but, c'était aussi de valoriser ce qui existe dans ce quartier en termes de solidarité et d'espaces de rencontre et de vie culturelle. Il y a eu aussi de la collecte de données sur des données un petit peu plus basiques qui étaient voilà, les décharges sauvages, les espaces verts, des choses comme ça. Donc, ce travail-là nous a permis de collecter des données qui ont après servi à réaliser des cartes thématiques. Donc là, c'est des cartes qui ont été faites par les salariés de Cart-ONG avec un logiciel de réalisation de cartes. Et on a pu réaliser des cartes thématiques sur plusieurs sujets. Alors, je crois qu'on ne les a pas inclus dans cette présentation. Donc, en gros, on a eu plusieurs cartes. La première, c'était une carte des endroits à valoriser dans le quartier. La deuxième, et qui était assez importante, c'était une carte relative à la gestion des déchets, donc par exemple aux décharges sauvages, etc. Il y avait aussi des cartes relatives aux points d'eau, etc. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'on a fait ces cartes dans un laps de temps suffisamment court pour pouvoir ensuite les présenter aux habitants et aux partenaires. Et on a eu tout un temps d'échange autour de ces cartes. Et l'objectif, après ça, c'était que ces cartes soient utilisées par les habitants aussi pour faire valoir auprès de la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni le besoin de les inclure dans les politiques de la ville. Donc, je prends un exemple un peu basique, mais par exemple, le fait de faire une collecte de données sur les décharges sauvages, ça a permis aux habitants, d'une part, de prendre conscience de l'ampleur du problème dans leur quartier, et ensuite d'aller voir la municipalité pour leur dire, ben voilà, même si on est un quartier d'habitation informelle, il faut qu'on soit inclus dans la collecte des ordures ménagères. Le fait de réaliser cette collecte a aussi permis de réaliser que certaines de ces décharges sont très proches du fleuve et donc polluent potentiellement le fleuve qui est utilisé aussi pour des activités de la vie quotidienne. Donc, un risque de pollution accru. Donc voilà, c'est un travail qui a permis à la fois de collecter des données et donc d'avoir quelque chose à présenter ensuite pour porter des revendications auprès de la municipalité, mais aussi plus simplement pour les habitants de ce quartier-là de prendre conscience de certains problèmes qui étaient identifiés, mais voilà. Donc il y a eu aussi, par exemple, sur cette question des déchets, il y a eu aussi des actions après de collecte des déchets qui ont été réalisées sur place après cette mission-là. Dans ce projet-là, on a utilisé plusieurs outils. Donc, le premier, c'est un travail de Mapathon. Donc, on réalise le fond de carte. Ensuite, on a utilisé aussi un petit peu de méthodologie de cartographie sensible, notamment dans une première phase d'atelier pour demander aux habitants comment est-ce qu'ils perçoivent leur quartier, quels sont les lieux auxquels ils pensent spontanément, quels sont les trajets quotidiens qu'ils font et les difficultés qu'ils sont rencontrés dans ces trajets quotidiens. Donc, c'était plutôt utilisé dans une forme d'introduction à la cartographie. Ensuite, on a fait un travail en atelier, donc sur place, de co-construction de la légende des cartes. Donc, ça a été un travail pour voir quelle catégorie de données est-ce qu'on veut rechercher, voilà, comment est-ce qu'on va nommer ces catégories, comment est-ce qu'on les organise. Et ensuite, on a utilisé un outil de collecte de données sur mobile, donc qui a permis de collecter ces données avec les habitants. Donc, il y a eu évidemment une petite formation des habitants qui ont collecté ces données-là, voilà, qui ont été accompagnés. Voilà un peu pour ce projet-là. Et puis peut-être pour vous donner un peu des nouvelles donc de 2 ans, 1 an et demi après la fin du projet. Pour nous, ce qui était une très bonne nouvelle, c'était de savoir que le Maroni Lab, donc l'organisation partenaire de ce projet, a pu réutiliser ces méthodologies. Et notamment, ils ont organisé d'autres ateliers de collecte de données sur mobile sur d'autres zones. Et donc, ils ont pu le faire en autonomie puisqu'on les avait formés à ça. Et donc, c'est un projet qui s'est poursuivi. Voilà. Après, au niveau de la municipalité, je pense que ça ne se fait pas tout de suite. Il y a des choses qui vont mettre du temps à se mettre en œuvre.
Mais en tout cas, ça a permis de lancer une dynamique dans ces quartiers-là. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si ça concerne le projet. Non, ce n'est pas forcément immédiat. Ok. Je répondrai plus tard. Alors, je vais passer au projet suivant. Donc, on voulait aussi vous parler d'un deuxième projet qui peut être intéressant, notamment pour vous, membres du Forum, parce que c'est un projet de coopération décentralisée auquel Cart2NG a participé. C'est un projet qui s'est déroulé en 2016. Donc un petit peu moins récent, c'était avant mon arrivée et celle de Léonie à Cart2NG, mais je pense que ça peut vraiment faire écho aux problématiques rencontrées par vos organisations et peut-être aussi vous donner des idées de projets à mener ensemble. Donc c'est un projet qui a été réalisé à la Maison de la Citoyenneté d'Ivry-sur-Seine. On a fait un mapathon à l'occasion de la 19e Semaine de la Solidarité Internationale. C'est un mapathon qu'on a organisé avec des membres de la communauté malienne d'Ivry-sur-Seine via une association qui est pour le développement de la commune de Dianguidré, donc une commune du nord-est du Mali, avec à peu près 12 000 habitants, donc plutôt une petite commune. Voilà. Et c'est une ville qui est jumelée avec celle d'Ivry-sur-Seine, et donc il y a des projets de coopération décentralisée entre ces deux villes. Et nous, notre projet, c'était de réaliser une carte de cette commune. Donc on a invité les membres de l'association pour le développement de la commune, donc qui sont des membres de la communauté malienne d'Ivry-sur-Seine, à participer. Et on a aussi invité d'autre part des bénévoles de l'association Cart2NG qui sont habitués à contribuer sur des mapathons, donc qui sont un petit peu à l'aise aussi pour expliquer le projet. Donc l'idée, c'était aussi que ce mapathon soit un temps d'échange privilégié aussi et de rencontre avec les bénévoles de l'association. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une cartographie de base de la ville de Dianguidré pendant ce mapathon. Donc ça a été assez vite puisque c'était une zone assez restreinte. Mais il faut savoir qu'avant ce mapathon, cette ville-là, sur OpenStreetMap, il y avait juste le nom de la ville, 2 bâtiments et une route. Donc il n'y avait pas du tout de cartographie de la ville. C'est une ville qui n'existait pas sur la carte. Donc nous, on a contribué pendant ce mapathon. Donc on a aussi beaucoup échangé avec les membres de cette communauté, puisque l'avantage, c'est qu'eux connaissent ce territoire, donc étaient capables aussi de nous donner des indications. Alors ça peut être des indications, par exemple, de nom de lieu. Sur une imagerie satellite, on ne peut pas savoir comment s'appelle tel quartier, comment s'appelle telle commune avoisinante, par exemple. Et quand on travaille avec des personnes qui ont déjà été dans cette zone, eux sont capables de nous donner des informations supplémentaires qui sont très précieuses. Ça peut être aussi des informations relatives au type de bâtiment. Par exemple, sur une imagerie satellite, parfois, on n'est pas vraiment sûr de qu'est-ce qui est un bâtiment et qu'est-ce qui n'en est pas un. On se retrouve parfois avec des éléments où on n'arrive pas trop à savoir si est-ce que c'est une maison ou est-ce que ça correspond à quelque chose de plus petite taille qui peut être, je ne sais pas, plutôt un abri pour mettre autre chose, etc. Ça peut être des gens, par exemple, qui connaissent un peu ces éléments-là et qui peuvent nous orienter là-dessus. Ensuite, il y a eu une fois ce mapathon fini, il y a eu la réalisation d'une carte imprimable qui a été faite par les bénévoles de Cart2NG. Donc, le travail qui a été effectué, c'était d'extraire des données depuis OpenStreetMap et de réaliser une carte avec un logiciel de cartographie classique de la ville. Et cette carte a été transmise donc, aux 2 partenaires qui sont membres de cette coopération décentralisée, donc d'une part la ville d'Ivry et d'autre part la commune de Dianguidré. Et l'idée, c'était que cette carte puisse permettre de suivre l'avancement de projets de coopération en cours. Donc, il y avait un projet d'abduction d'eau et un projet d'extension de maraîchage, donc dans une zone rurale qui était assez aride. Donc voilà le projet ainsi réalisé. Pour nous, ça a été un projet très positif à plusieurs niveaux. Déjà, il y a un élément de convivialité qui a été assez sympa, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup d'échanges, il y a eu une collation malienne à la fin du mapathon, donc ça a été aussi un moment festif, on va dire. L'autre point positif, c'est qu'il y avait plusieurs bénévoles de Cart2NG qui étaient présents pour accompagner les participants dans la réalisation de cette carte, donc ça permet aussi d'avoir des échanges intéressants. Et le point extrêmement positif, c'est l'excellente connaissance par les participants à l'atelier de la zone cartographiée, ce qui leur permet donc, comme je le disais, d'ajouter des points d'intérêt. Et puis, plus généralement, qui permet aussi
de contribuer à distance à un projet dans un pays d'origine bien connu. Et voilà, ça c'était aussi un point positif. En 4 heures d'atelier, on a ajouté 337 km de route, et on a sûrement beaucoup de bâtiments aussi. Voilà. Et puis on a des témoignages qui étaient intéressants. Le premier témoignage donc, de Madi, un participant à l'atelier qui était membre de cette communauté malienne, qui dit que en fait, la commune elle s'étend sur presque 50 km et qu'il se rend compte qu'en fait il ne connaît pas du tout les noms des hameaux à une dizaine de kilomètres de chez lui, donc que ça lui a donné envie de mieux connaître cette zone-là et de continuer à suivre la construction de cette carte. Et puis il y a aussi un témoignage d'un bénévole de Cart-ONG qui explique que donc, habituellement quand on cartographie en amont, on n'a pas de possibilité d'aller sur place pour vérifier notre travail et que c'est complètement différent de travailler avec des personnes qui peuvent valider en direct ce que l'on fait et voilà, dans la qualification des routes, par exemple, on peut être amené à dire, voilà, on voit depuis l'imagerie satellite qu'il y a une route, mais est-ce que c'est un chemin sur lequel on peut passer en voiture? Est-ce que c'est un chemin privé? Est-ce que, voilà, nous, sur l'imagerie satellite, parfois, on a du mal à savoir ça. Et donc là, le fait d'avoir des personnes participantes qui connaissent bien la zone, ça nous permet, par exemple, de hiérarchiser ces voies de communication et circulation de manière beaucoup plus simple. Donc, c'est quand même des ateliers assez intéressants. Voilà. Je ne sais pas si ça peut donner des idées, mais nous, on aimerait beaucoup refaire des ateliers de ce type-là parce qu'on pense que ça peut être une très belle manière de faire le lien entre des communautés présentes en France et des territoires sur lesquels existent des projets de développement. Ça permet de faire connaître la cartographie humanitaire et aussi de contribuer directement. On peut aussi imaginer de faire des projets en invitant d'autres habitants de la ville. Ce n'est pas du tout réservé aux membres de la communauté, mais ça peut être intéressant de mieux faire connaître, par exemple dans un projet de coopération décentralisée, la ville jumelle par ce biais. Enfin voilà, il y a plein de choses à inventer. Je vais peut-être te laisser la parole, Léonie, pour la suite. Ouais, de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de repartager mon écran parce que les slides... Ah bon, c'est bon. Pardon. C'est bon. Okay. Et je vois qu'il y a une question dans le chat de Mohamed qui demande quand on soumet des projets de développement en Afrique, est-ce qu'on peut vous mentionner comme partenaire sans avoir sollicité votre accord, j'imagine. C'est mieux de après avoir sollicité votre accord. Oui. Oui, d'accord. Dans ce cas-là, il faut nous envoyer un mail pour nous proposer un projet. Et puis, effectivement, si on est d'accord pour faire un projet ensemble, vous pourrez nous mentionner comme partenaire. Voilà. Donc, à Carto ONG. Carto ONG. Donc, si je résume la démarche qui est assez simple, donc vous êtes une association, membre du Forum, par exemple. Vous faites appel à Carto ONG pour aller cartographier, donc dans le cadre du Mapathon, pour aller cartographier un village, une ville, un hameau, etc., pour rendre visible votre zone d'intervention. Donc ça peut être même, ça peut être un point d'eau, etc., pour les zones un peu plus au nord, quoi, les zones sahélo-sahariennes. Voilà, ça peut être des routes rurales, des bâtiments, des cours d'eau, etc. Donc là-dessus, votre zone d'intervention sera visible sur une carte parce qu'il y a beaucoup, ce qu'on appelle les missing maps, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de carte, c'est-à-dire il n'y a pas de données, il n'y a rien. Et pourtant, le village existe, par exemple, ou le hameau existe. Voilà, donc ça peut aider justement donc, à rendre visible effectivement donc, votre zone d'intervention. Et puis, ça peut, c'est très utile pour le pays aussi, donc de mettre un point sur une carte, donc à un village, à un hameau, ou bien même à une ville, puisque beaucoup de choses donc, dans les villes ne sont pas encore cartographiées. Voilà. Ok, ça fait ça fait une transition parfaite avec ce que j'allais présenter. C'est très rapidement. Donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui avaient des questions sur comment ça pourrait se passer une collaboration avec Cart-ONG. Donc en fait, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes en fonction de vos besoins, j'ai envie de dire. Donc Clémence a introduit un peu le propos, mais ça dépend vraiment
de ce que vous avez besoin, et le besoin détermine en fait le type de collaboration que ça peut être en fait. Donc ça peut être effectivement quelque chose de très basique comme l'organisation de Mappathon. Donc nous, on est assez expérimenté dans l'organisation de ce type d'événement. Donc ça sera juste pour produire des données de base sur votre zone d'intervention. Donc typiquement, c'est les bâtiments, le réseau routier, éventuellement le réseau hydro, l'occupation du sol. C'est vraiment la donnée de base qui fait votre calque, en fait, qui vous permet de vous repérer tout simplement sur le terrain. Et puis, ça peut aller plus loin, l'accompagnement. Donc ça peut être une collaboration qui ne nécessite pas forcément, enfin, ça dépend le nombre de Mappathon, mais qui ne nécessite pas forcément une implication financière. Ça, c'est le premier niveau, j'ai envie de dire. Et puis après, voilà, si on veut aller plus loin, ça peut être effectivement pareil, des projets où on implique des bénévoles au-delà du Mappathon, donc dans la réalisation de cartes, que ça soit de la carte statique ou de la carte dynamique, ce dont je parlais, le fameux web mapping. Donc ça, c'est pareil, ça peut être l'objet de projets bénévoles, ou si effectivement ça demande peut-être plus, justement, si la donnée doit être, par exemple, dans cette carte en ligne doit être, par exemple, souvent mise à jour, et qu'il y a beaucoup de choses et que techniquement l'interface doit être peut-être plus poussée, là, effectivement, ça demandera l'application de personnes salariées à carte ONG. Donc voilà, c'est ce que je disais. En fonction du besoin, le type d'accompagnement peut être différent, et donc le type de partenariat aussi. Donc voilà, donc ça peut aller, donc je rappelle, du Mappathon, la collecte de données de base, la collecte de données sur le terrain, la mise en carte, soit statique, soit dynamique, et puis la formation effectivement de votre structure à toutes ces méthodologies et outils de cartographie participative. Donc pour le Mappathon, juste pour cet outil-là, on a un document rédigé qu'on peut vous envoyer si vous avez un besoin justement de carto sur vos zones d'intervention. Donc c'est un request form, hein. C'est un document Word où il y a tout un certain nombre d'informations à compléter. Donc où est-ce que vous avez besoin de données, de quel type de données vous avez besoin, quelle est l'utilisation de ces données, est-ce que vous êtes en capacité de nous faire un retour de l'utilisation de ces données, est-ce que vous justement vous voulez aller plus loin et avoir un accompagnement dans la collecte de données de terrain et la mise en carte. Voilà. Donc pour plus d'informations, vous avez notre contact mail, donc c'est l'adresse missingmaps@cartong.org. Et de toute façon, j'avais vu la question sur le partage du PowerPoint, donc on peut vous remettre nos contacts dans le chat, et puis de toute façon, cette présentation PowerPoint sera partagée. Voilà. Merci beaucoup. Je pense, Clémence, on peut passer au temps de questions-réponses. Oui, du coup, on vous propose de nous poser vos questions. Vous pouvez le faire via l'outil questions-réponses ou dans le chat. Voilà, nous, on serait aussi très intéressés d'avoir vos retours. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous vous posez encore des questions sur quel type de territoire est-ce qu'on peut cartographier dans ce cadre? Voilà, donc je vous laisse peut-être nous poser vos questions. Ouais, je crois que les questions, de toute façon, dans la queue, enfin la question-réponse, c'est tout résolu. Ouais. Okay. Voilà, donc les questions sont les bienvenues, hein. Il n'y a pas de toutes les questions, parce que souvent, bon, ici, on est peut-être entre des gens un peu plus confirmés, quoi, entre experts, nous trois, mais vous qui avez des projets, par exemple, des projets en Afrique dans vos zones d'intervention, vous avez besoin de ces cartes-là. Donc, voilà, on a besoin de vos questions aussi pour vous répondre le plus complètement possible, justement, sur l'apport de la cartographie. Je suis en train de voir, il y a quelqu'un participant qui disait que c'est très enrichissant pour l'Afrique. Donc, ça pouvait être vraiment un outil qui peut contribuer donc au développement de ces zones-là, parce que tout passe par la compréhension, effectivement, donc de ces zones-là. Et les parties d'Afrique, justement, sont les zones les moins cartographiées au monde. Donc là-dessus, je pense que le travail de Carto ONG, que je salue vraiment le travail qu'il fait
presque dans toutes les villes, vraiment servent à ça. Elles servent à visibiliser effectivement donc ces zones d'intervention-là, à rendre visible ce qui ne l'était pas avant. Et je pense que c'est un travail mais vraiment très, très, très intéressant, très important que vous êtes en train de faire et que vous continuez à faire. Voilà, donc bravo pour cette présentation qui implique de belles perspectives. Oui, il y a des perspectives, hein, n'est-ce pas, Clémence? Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a des perspectives à la fois pour les projets de terrain, puisque ça peut vous permettre de mieux développer vos projets sur le terrain. Donc, par exemple, alors ça peut être sur des projets assez variés, hein, mais ça peut vous permettre de faire un meilleur diagnostic, par exemple, de ce qui est nécessaire sur le terrain. Ça peut vous permettre aussi de mieux valoriser des projets qui ont été effectués sur le terrain. Juste pour préciser par rapport à ta remarque, Aboubacar, en fait, nous, on cartographie uniquement des zones pour des organisations humanitaires et de développement, mais il y a aussi plein de communautés OpenStreetMap, notamment beaucoup en Afrique francophone, qui contribuent tout simplement pour contribuer à faire avancer cette carte du monde. Nous, on travaille plus spécifiquement en lien avec des acteurs de solidarité, puisqu'on les accompagne aussi pour comprendre à quoi ça va leur servir après d'avoir ces données-là. Mais il y a des très nombreuses personnes qui contribuent à ce travail-là. Et peut-être un ajout aussi, c'est que moi j'ai l'impression que ça peut être des projets très intéressants à mener à la fois pour le terrain, et ça peut être aussi des projets intéressants à mener en France, d'organiser un mappathon avec des communautés de la diaspora par exemple, ou dans une ville qui a un projet de coopération décentralisée, parce que ça peut être une belle manière de mettre en valeur ces liens qui existent, ces liens de solidarité, et éventuellement même de faire connaître, je ne sais pas, des jumelages, des communautés de la diaspora qui sont particulièrement présentes dans une ville. Voilà, il y a aussi un enjeu d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale qui peut passer par le mappathon comme outil d'échange sur la solidarité entre deux territoires, quoi. Merci Clémence. Donc en attendant d'autres questions, moi je voulais revenir sur les cartes sensibles. Donc Clémence, tu en as parlé effectivement, donc les cartes sensibles qui font appel justement à des éléments d'affect, d'imaginaire. Et c'est vrai que même en étant un peu du domaine, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc ces cartes qu'on peut appeler des cartes qualitatives, puisque là on ne décrit pas effectivement un point d'eau, on ne décrit pas un cours d'eau, etc., ou un bâtiment, ou une route des voies de communication. Là, c'est l'affect, c'est l'imaginaire, c'est un peu dans le psyché. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore un peu plus oui. sur ce point-là? En fait, c'est une méthode qui, au départ, vient surtout du monde de la recherche, donc en géographie et en sciences sociales. Je suis d'accord que ce n'est pas très développé, mais ça vient surtout de chercheurs qui ont cherché à développer cette méthode pour mieux comprendre comment les gens se représentent leur espace. Donc, c'est un outil qui permet, par exemple Léonie et moi, on habite toutes les deux à Chambéry. Si je demande à Léonie et que moi, je le fais de la même manière et qu'on réalise chacune notre carte de Chambéry, on ne va pas avoir du tout le même ressenti, on ne fréquente pas forcément les mêmes lieux, on n'a pas les mêmes trajets quotidiens, on n'a pas le même rapport à cet espace de manière générale, donc on fera deux réalisations complètement différentes. Donc l'idée, c'est un peu de dire qu'avec cette méthode-là, on peut interroger la représentation de l'espace et voilà. Après, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas la carte uniquement qui donne ces informations, ce n'est pas la carte sensible dessinée qui donne les informations uniquement, mais c'est aussi tout l'échange qui se fait autour pendant la création de cette carte. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur comment est-ce qu'on évolue dans l'espace. Donc il y a deux manières d'avoir les informations. Il y a regarder la carte finalisée et puis il y a tout ce qui s'est dit pendant la création de la carte. Et ensuite, peut-être qu'un point que je voulais ajouter, c'est que voilà, c'est une méthode qui vient de la recherche en sciences sociales. Et nous, ce qu'on défend, c'est que c'est une méthode qui a un potentiel bien au-delà de la recherche, puisqu'elle a le potentiel non seulement de pouvoir comprendre comment des personnes se représentent l'espace, collecter des données, mais surtout, ça peut être un travail très intéressant pour les participants eux-mêmes que d'avoir un échange avec d'autres personnes et de comprendre comment on peut avoir des visions différentes d'un même territoire. Donc c'est aussi dans une perspective
de réflexion collective sur la manière dont on évolue dans un espace, de la manière dont on y est intégré, par exemple. Nous, on fait des ateliers de ce type avec des personnes migrantes. On en a fait un à Chambéry au printemps dernier, enfin, au début de l'année dernière, qui a été très intéressant et qui a permis de créer beaucoup de dialogues, qui a permis aussi à l'organisation partenaire avec laquelle on travaillait de mieux comprendre quels sont les obstacles rencontrés par les personnes migrantes sur le territoire. Enfin voilà, il y a plein de possibilités et d'impacts de ces activités. Absolument, absolument. Même nous, à Grenoble, on l'avait fait il n'y a pas si longtemps, enfin il y a à peu près un an. Donc, où des communautés justement migrantes étaient là, c'était des Soudanais à l'époque, donc qui étaient venus, ou des Burkinabés, on avait fait des trucs aussi sur le Burkina Faso, ou bien sur les camps de réfugiés au Sahara occidental. Donc voilà, donc toutes les applications justement de la cartographie trouvent leur pertinence vraiment à travers cette cartographie-là, cette application de la cartographie. Et c'est très intéressant justement à ce que les associations s'en emparent enfin. Je pense que le forum fera tout pour que vraiment ça soit valorisé, donc ce côté cartographique avec vous, donc association Carto ONG. Et je pense que parce qu'il y a beaucoup de demandeurs, effectivement. Il y a Ibrahim Adao qui est au Sénégal qui pose la question, est-ce que ce serait possible de les accompagner pour cartographier les associations intervenant dans la ville ou pour mieux cartographier leur secteur d'intervention, ce qui nous permet, dit-il, d'avoir un état des lieux et réfléchir à notre plus-value par rapport à l'existant. Bon voilà, donc ça sont des choses, les gens sont demandeurs, les associations sont demandeuses, que ce soit ici et là-bas. Bon, là-bas, il y a des structures, comme vous l'avez dit, effectivement, donc il y a des structures locales qui existent. Ils peuvent faire appel à ces structures locales et les associations aussi qui sont ici en France peuvent faire appel à vous, donc pour les accompagner, effectivement, donc dans ce travail de cartographie-là. Clémence. Oui, peut-être que je peux répondre à la question d'Ibrahima. Alors, on n'a pas vraiment tout le contexte, mais j'imagine que si le projet est de cartographier donc les associations intervenant dans la ville pour mieux cartographier leur secteur d'intervention, ce qui me paraît assez primordial dans un projet de ce type-là, c'est de se coordonner avec ces associations, évidemment, donc qu'elles soient impliquées dans la création de la carte, qu'elles soient d'accord aussi pour qu'on fasse ce travail et qu'elles soient d'accord pour participer à ce diagnostic. Après, je ne peux pas vraiment dire tout de suite si ce serait possible de vous accompagner. J'imagine qu'on peut en rediscuter, s'envoyer un petit mail, éventuellement prévoir un appel pour voir si ce serait pertinent de le faire et si oui, avec quel outil et quelles ressources. Voilà. Enfin, du coup, donc, Ibrahim Adao, il peut vous écrire. Hein. Voilà. Moi, je vais vous mettre mon contact dans le... Voilà. Léonie a mis son contact, Missing Maps, et puis moi, mon contact... Voilà, une petite question aussi qui demande une question très courte. Cartographie et design en agroécologie, quelle complémentarité? Voilà, ça c'est un sujet de bac. Ouais, rapidement, sur la question du forum, la question juste avant, je crois qu'il n'a pas été traité, la transmission de l'enregistrement de ce webinaire, ça c'est le forum qui gère, donc c'est peut-être vous qui voyez si vous partagez la vidéo aux participants et aux participantes du webinaire. Et alors, cartographie et design en agroécologie. Quelle complémentarité? Je sais pas. Ouais, si, la complémentarité, pour moi, elle existe. Hein, si tu veux, en agroécologie, forcément, tes parcelles agricoles, l'économie, l'agriculture, l'agroécologie, ça fonctionne pas si tu comprends pas ton terrain d'intervention dans son environnement plus complet, et donc dans son espace. Et donc avoir une cartographie qui soulève les différents enjeux, par exemple, je sais pas, j'imagine que on va faire un exemple fictif, je sais pas, tu as une parcelle qui cultive, je sais pas, telle ou telle culture, et il faut la cartographie, effectivement, préciser le type d'occupation du sol que c'est, quel type de culture c'est en cartographie.
Et puis, l'intérêt de visualiser ça dans l'espace, c'est par exemple, je sais pas, tu as une rivière en amont et tu as des intrants polluants. Voilà, là, tu vois la rivière et tu vois que plus haut dans la carte, tu as une usine qui rejette des polluants dans l'eau. Voilà, visuellement, tu sais d'où ça vient et ça pourrait être un outil, par exemple, de communication, d'avoir une carte. Tu as ton champ, ton cours d'eau, il est pollué parce que l'usine est située là. Voilà. Ok. J'ai vu une autre question plus haut sur en quoi la cartographie peut-elle sommer les enjeux et les éléments que vous venez de souligner alors que c'est une simple carte. Justement, en fait, on peut faire plein de choses en cartographie et ça peut ne pas juste être une simple carte et en fonction des enjeux et des besoins qu'on veut communiquer visuellement et spatialement surtout, c'est des choses qui peuvent apparaître, mais voilà, il faut avoir cette cartographie de base et après on peut ajouter, en fait c'est un peu à la carte, si j'ai envie de dire, désolé pour le jeu de mots, ce que vous voulez faire apparaître sur ces supports spatiaux. Peut-être une petite précision. En fait, je suis pas sûre, mais je me demande si la question n'était pas par rapport à la cartographie sensible. Ah, ok, vas-y. Mais peut-être pour compléter la réponse de Léonie, déjà, en général, en fait, une carte, c'est simplement un outil qui permet de visualiser une base de données complexe. Mais ça permet de visualiser d'une manière assez claire des informations qui peuvent être assez compliquées, en fait. Donc moi, je trouve que finalement, on peut mettre beaucoup de choses et ça peut permettre de visualiser beaucoup de choses. Sinon, en fait, la carte, c'est juste une projection en soi d'un tableau Excel plein de données qui sont projetées pour être visuellement compréhensibles, quoi. Ensuite, si j'ai bien compris que la question s'adressait à la cartographie sensible, du coup, ma réponse ce serait en quoi une simple carte permet de souligner tous ces enjeux et éléments. Je pense qu'elle permet de le faire parce que c'est un outil visuel et que après peut-être qu'un groupe de discussion pourrait marcher aussi pour recueillir des informations, mais j'ai l'impression que la cartographie sensible, ça permet de localiser des informations. C'est un outil qui permet de parler de représentation de l'espace et de rapport à l'espace. Et j'ai du mal à voir d'autres outils qui le permettent aussi bien. J'espère qu'on a répondu à la question. Ok, bon, merci Clémence, merci pour toutes ces précisions et Léonie aussi. Juste rapidement, pour revenir à cette question de Insa Diop, donc qui demandait sur la cartographie et le design en agroécologie. Bon, j'imagine qu'il parle peut-être du Sénégal, hein, où justement les phénomènes agroécologiques sont quand même assez marqués. Donc on a une fragilité, une instabilité justement donc de ces zones agroécologiques et on le sait lorsqu'on a une exploitation agricole chez nous, dans nos pays sahéliens par exemple, on a toutes sortes justement donc d'attaques qu'on subit. Ça peut être la désertification par exemple, qui est très important autant au Sénégal que dans tous les pays du Sahel par exemple, ou bien la raréfaction de la pluviométrie. Donc tous ces éléments-là peuvent être mis justement dans le sens de faire une agroécologie de combat, disons, puisque justement les éléments sont très fragiles donc, dans ces zones-là. Et on le sait bien qu'il y a beaucoup de choses justement à faire. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut faire justement donc, dans le système agroécologique, autant que ce soit dans le domaine agricole que dans le domaine pastoral, puisqu'on a donc dans ces pays du Sahel des espaces justement pastoraux où il y a beaucoup d'éleveurs justement donc qui sont là. Il faut aménager justement donc ces espaces-là pour que justement il y ait une complémentarité entre les hommes, donc des zones, hein, entre les zones tout simplement. Donc ce qu'on appelle grosso modo l'aménagement du territoire. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, bon, à moins que la question soit encore plus affinée. Je pense qu'il peut vous contacter aussi Insa Diop, donc pour effectivement avoir plus de précision. Il peut vous contacter donc Carto ONG ou bien au forum justement donc qui saura encore plus répondre. Je ne sais pas, on a à peu près 5 minutes, hein, il nous reste donc pour être 13h30.
Moi, je voudrais Je ne juste sais pas, amener Clémence. j'ai juste une petite précision, parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'ils sont à Paris. On ne l'a pas précisé, mais en fait, Carto-NG n'est pas basé à Paris. Nous, on est en Savoie, à Chambéry. Voilà, donc je ne sais pas si ça clarifie un peu les choses. Après, on peut tout à fait rencontrer d'autres organisations, on peut animer des ateliers, on peut animer des mapatons en région parisienne sans aucun problème, on se déplace. En tout cas, dès qu'on pourra reprendre des activités en présentiel. Mais voilà, nous, on est en Savoie. Ok, bon, mais je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, donc Carto ONG et Forum, on va réfléchir à d'autres ateliers thématiques, nous vous tiendrons au courant. Donc, avec plaisir. Voilà, avec donc là-dessus, je pense que cette collaboration-là sera vraiment très très fructueuse et nous sommes ravis quand même d'accueillir cette association donc, qui se bat sur le terrain et qui essaie d'apporter quelque chose, au moins quelque chose de très concret. Voilà, surtout envers les pays africains, donc, où il n'y a pas souvent beaucoup d'outils. Justement, donc, un outil comme la cartographie est très important, comme on l'a toujours dit, et les associations qui sont ici doivent vraiment s'en emparer et doivent faire de ça, mais vraiment un outil de promotion de leur projet. Voilà. Vous avez des projets, vous venez voir Carto-ONG, on voit comment, voilà, vous pouvez collaborer, comment vous pouvez travailler avec eux pour mettre de la cartographie dans vos projets, parce que c'est très important, justement, donc, la cartographie. Un mot de conclusion, Clémence et Léonie. Ouais, pour rebondir là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter pour tout type de collaboration. Et puis, peut-être que j'aimerais souligner pour finir, c'est qu'effectivement, on a une volonté aussi d'autonomisation de la structure avec laquelle on travaille, pour laquelle on produit de la donnée. Donc, c'est tout par ces organisations de formation, en fait, parce que nous, faire des cartes, collecter de la donnée, organiser des mapatons, etc., c'est bien qu'on le fasse, en fait, mais c'est encore mieux que le partenaire, on est en capacité de le former et qu'il soit tout à fait autonome pour pouvoir mener seul, en fait, sur des nouveaux terrains, ces méthodes et ces outils, en fait, parce que nous, on est vraiment en support et le but, c'est l'autonomisation du partenaire, à la fois si c'est une structure en France, mais le mieux, le mieux, c'est effectivement l'autonomisation de structures locales dans les pays concernés. Voilà. Ok, merci Léonie. Clémence, pour finir. Peut-être pour ajouter un mot, je voudrais juste dire que vous pouvez nous écrire, que vous ayez un projet précis en tête ou que vous ayez des questions pour savoir s'il y a un projet à mener. Parce que je sais que ce n'est pas toujours si simple de comprendre quel type de zone est-ce qu'on peut cartographier, comment ça fonctionne exactement. Donc, si vous avez envie qu'on en discute, vous pouvez aussi nous écrire avec vos questions. On est aussi tout à fait content d'y répondre et de voir ensemble comment créer de nouveaux projets. Voilà. Et okay, je vous souhaite à tous une bonne journée du 18 décembre. Merci de nous avoir invités aussi. Merci beaucoup. Ouais, merci aussi d'avoir été là, Clémence et Léonie et à Carto-ONG, vraiment de nous avoir donné toutes les précisions sur la cartographie, de ce qu'est une cartographie. Voilà, donc ça peut être un peu nouveau pour beaucoup de personnes qui sont là présentes, donc des représentants de l'association. Et je pense que l'application sur le terrain, ça on l'a vu. Voilà, et donc il y a quelqu'un qui disait l'accès à l'eau, les zones agricoles, régulation des implantations des bâtis. Donc tout cela, on peut le mettre sur une carte et vraiment présenter les choses comme il faut. Merci à vous. Je demanderai à Pierre-Angela et à Sarah de prendre le contrôle de cette plateforme. Donc nous en avons fini et merci.